Pour ce nouvel épisode de Corps et âme, nous recevons Julien Kirsch, auteur, comédien, metteur en scène et animateur d'ateliers sur le climat. Julien a coécrit, mis en scène et joue Une année de réchauffement, une comédie traitant de l'anxiété climatique et de nos paradoxes sur ce sujet brûlant. En effet, l'art semble relativement épargné par toute forme de restriction environnementale. Et à ce titre, Julien nous rappelle que nous avons le pouvoir d'agir à notre échelle. Le climat est un enjeu vital qui nous questionne sur nos habitudes de travail, notre rapport au temps, à la consommation et à la compétition. Un sujet qui m'a toujours intéressé quand j'étais petit. Moi, je me souviens quand j'étais petit, quand j'avais genre 9-10 ans. Moi, je pense que je suis un peu plus vieux que vous, mais moi, je suis né en 79. Et c'était déjà un sujet qui revenait régulièrement. Donc moi, quand j'étais enfant, j'ai été un peu sensibilisé à ça. Je me souviens notamment d'un truc, je crois que c'était sur TF1. Ça m'avait marqué parce qu'il montrait un mec qui était un grand-père dans le film. Mais en fait, le grand-père, il était né à mon époque. Donc c'est un film qui se passait genre en 2060. Et c'est un mec qui faisait visiter des enfants. Qui faisait visiter à des enfants un musée. Et dans le musée, en fait, il y avait une pomme, il y avait une poire, et en fait, il expliquait, voilà, tu sais, ces fruits, voilà, ça n'existe plus, mais ça, c'est des trucs qu'il y avait sur les arbres, on pouvait manger, machin. Donc, c'est un sujet auquel j'ai toujours été sensible. Mais par contre, en 2008, 2009 et tout, mais rien du tout. Moi, en plus, j'étais dans un milieu de logistique, donc camion, entrepôt, machin. Oui, disons que Pepsi, c'est pas la meilleure marque. Alors, en plus, c'est de l'agroalimentaire. Alors après, l'agroalimentaire, c'est pas forcément la pire, le pire secteur en termes d'émissions de gaz à effet de serre et tout, mais ceci étant, c'était pas du tout ma préoccupation. C'est un sujet d'ailleurs dont on parlait pas trop. En 2008, il y a eu quand même un problème, c'est qu'il y a eu une grosse crise, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu une grosse crise financière. Oui. Et du coup, qui a beaucoup impacté le prix du pétrole et donc le prix des transports. Donc Pepsi, par exemple, avait très impacté par ce truc-là. Mais c'est pas du tout ça qui m'a fait partir. Moi, c'était juste que je me disais, je sais que je vais rebosser dans une boîte un temps donné et le temps de mettre de l'argent de côté et tout, et je me donnerais au moins 1 an pour essayer de faire ce métier convenablement, puisque je l'avais toujours fait dans des conditions entre guillemets insalubres, tu vois. C'est-à-dire que t'es payé comme ça en liquide, t'es jamais déclaré, t'es machin. Et comme je connaissais rien, j'avais aucun repère là-dedans, je m'étais pas forcément rendu compte que c'était pas normal que ça se passe comme ça. Donc non, ma décision n'a pas du tout été motivée par ça. Maintenant, rétrospectivement, quand je repense à cette crise, il y a des raisons. Alors, on fait des films justement sur la crise financière, etc. Mais ce qu'il y a eu à cette époque, c'est une crise énergétique. Voilà. Donc maintenant que je donne des ateliers sur le climat et tout, je donne une autre perspective à ce qui s'est passé à l'époque. Mais ça n'a aucun rapport avec mon envie de quitter ma boîte à l'époque. D'accord. Et ces ateliers sur le climat, tu les donnes à destination de qui ? C'est en entreprise ? Alors ouais, tu as 2 publics. En gros, quand tu fais des ateliers comme ça, tu as des ateliers ce qu'on appelle citoyens. Donc en gros, tu les organises à titre gracieux, tu n'es pas rémunéré pour ça. Et les gens qui veulent venir s'inscrivent et suivent ton atelier. Mais sinon, c'est un sujet qui est de plus en plus demandé en entreprise parce que ça fait partie de la politique RSE des entreprises auxquelles toutes les entreprises sont obligées d'allouer un budget, en tout cas toutes les entreprises d'une certaine taille. Et puis de toute façon, c'est un des sujets qui sont dans l'air, donc ils veulent que leur personnel soit sensibilisé à ces problématiques-là. Donc dans ces cas-là, c'est d'autres conditions tarifaires. Et tu les fais pour des professionnels et tu factures les entreprises pour tes interventions. Tu vois, qu'on soit un sujet soft skills ou climat ou machin, c'est pareil, tu fais une prestation que tu factures. Mais c'est un sujet évidemment qui est émergent pour plusieurs titres, parce que évidemment on en parle dans l'actualité, mais aussi parce que des entreprises prennent conscience que ce qu'on appelle la transition, qui n'est ni plus ni moins en vrai que s'adapter à un monde nouveau, va changer leur environnement et changer la manière dont ils fonctionnent. Et s'ils veulent s'en sortir dans ce monde-là et continuer à garder une activité, les premières arrivées seront les premiers services. C'est-à-dire les plus adaptés, ils réussiront le mieux. Et ça, c'est tout aussi valable dans le cinéma. C'est pour ça que maintenant, dans le cinéma, aussi le spectacle vivant et tout, mais c'est une préoccupation qui monte de plus en plus. C'est un sujet qui va concerner maintenant les productions de films, les productions de spectacles vivants. Tout le monde va se mettre là-dedans parce que la culture, au même titre que les autres secteurs, est en danger face à la transition qui nous attend en fait. Je voudrais justement rappeler des chiffres dans l'industrie du cinéma, notamment 1,7 million de tonnes, c'est l'équivalent carbone qui est émis chaque année dans le secteur de l'audiovisuel, ou 750 tonnes de CO2 en moyenne pour la production d'un film. Donc aujourd'hui, le secteur du cinéma, c'est l'un des secteurs les plus polluants. Mais depuis quelques années, il y a des actions qui sont mises en place, et je pense que tu vas nous en parler. Notamment, depuis le 1er janvier 2024, toutes les nouvelles demandes d'aide à la production du CNC
sont conditionnés à la remise d'un bilan prévisionnel et d'un bilan définitif de l'empreinte carbone engendrée par la production de l'œuvre. Et ça s'applique actuellement, là, si je ne me trompe pas, aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles du type fiction, documentaire. C'est tout sauf l'animation. Voilà. Et il faut que ça soit d'initiative française, c'est-à-dire qu'il faut qu'au moins 50% du budget soit un budget français. D'accord. Sinon, tu n'as pas l'aide. La démarche, elle est obligatoire, mais il n'y a pas de pénalité, non? Pour l'instant, non, mais ça va venir. En fait, si tu veux... donc moi, ça, c'est des sujets... alors, moi, je ne travaille pas au CNC, donc je n'ai pas toutes les infos sur ça, mais c'est des sujets, moi, sur lesquels je reçois des infos. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle le collectif CUT. Donc, je suis adhérent, c'est le Cinéma Uni pour la Transition. Et donc, on a souvent des... Donc, ça a été mis en place par... Juliette Vigoureux, qui a travaillé sur le rapport du Shift Project de la décarbonation de la culture. Bref, ces gens-là ont monté un collectif auquel moi je suis adhérent et auquel vous pouvez tous adhérer. Et on peut recevoir des ateliers et on peut aussi suivre des conférences. Et notamment, les gens du CNC interviennent souvent dans ces conférences. Et pour répondre à ta question, pour l'instant, c'est pas du tout obligatoire. Il n'y a pas de pénalité si tu as, entre guillemets, un mauvais bilan carbone. Parce que déjà, pour l'instant, c'est dur d'évaluer. Qu'est-ce qui fait qu'on a un bon bilan carbone ou pas pour un film? Parce que selon le décor de ton film, le nombre de pays dans lesquels tu tournes, la quantité d'effets spéciaux qu'il y a dans ton film, enfin bref, X ou Y facteurs, il y a des films qui sont plus émissifs que d'autres. Pour l'instant, le CNC, et je pense ne le fera jamais, ne rentre pas dans la partie artistique du film en disant, écoutez, vous n'avez pas le droit d'aller faire ce truc au Pérou parce que votre histoire doit se passer au Pérou, parce que c'est trop émissif. Tu vois, si l'histoire justifie que ce soit au Pérou, jusqu'à ordre contraire et juste tant qu'on pourra y aller, le film, il y a des chances qu'il se passe au Pérou. Bon, il va être plus émissif en termes de trajet que le film qui se passe à Dunkerque, si tout le monde peut bosser à Dunkerque, tu vois, c'est normal. Donc, en tout cas, pour l'instant, ils ne mettent pas de pénalité sur les quantités de carbone émises par le film. Par contre, à l'avenir, je pense qu'il y aura des pénalités déjà sur la qualité du bilan carbone établi, parce que pour l'instant, c'est du bilan carbone déclaratif. Donc, je pense que là, depuis le 1er janvier, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils forcent déjà tout le monde à produire un bilan carbone. Il y a quelques mauvais élèves qui produisent un bilan carbone où ils ont écrit 0, 0, 0, 0, 0, 0 partout. Ils disent, ouais, j'ai fait un bilan carbone, c'est 0. Donc, pour l'instant, ils sont juste dans le dossier. Mais à l'avenir, ça n'arrivera plus parce que déjà, ils vont mettre en avant que ton bilan carbone, tu ne pourras le faire qu'avec des boîtes qui sont certifiées pour ça. Et surtout, voilà. Donc, par exemple, des boîtes comme Sequoia, une boîte Flying Sequoia, qui a un outil qui s'appelle Seco2, qui permet d'établir un bilan carbone pour les productions de cinéma. Et surtout, à l'avenir, ce qui se passera, c'est que ils pourront peut-être même conditionner le montant de ton aide à ton bilan carbone. Et est-ce que tu as des exemples de productions qui ont mis en place des choses, par exemple au niveau des décors, le recyclage de décors ou les tables régies sans viande Oui. Alors là, pour le coup, sur ces sites, donc il y a un label qui s'appelle EcoProd. Voilà. EcoProd, du coup, ce label-là, il met en exemple, alors je ne sais pas si c'est anonymisé ou pas, mais des exemples de films qui ont produit un bilan, parce que donc, tu dois produire un bilan carbone prévisionnel et puis après un bilan carbone effectif. Et donc, c'est-à-dire celui que tu as vraiment réalisé. Donc, tu as une double comptabilité carbone à faire. Une prévision, et voilà, c'est comme la compta. Hein. Moi, je pense que mon budget, ça va être tant. Puis après, tu as le budget de fin. Finalement, le film, je croyais qu'il me coûterait 2 millions. Puis en fait, il m'a coûté 10 millions. Donc voilà, et tu vois les écarts et machin. Bon, dans le bilan carbone, tu as la même chose. Et puis surtout, tu as aussi, ils ont une activité de conseil où ils te permettent de dire, voilà, votre bilan carbone, le déclaratif, c'est celui-là. Mais regardez toutes les actions, si vous voulez qu'on vous conseille, toutes les actions qu'on peut vous préconiser pour faire descendre votre bilan carbone. Et donc, pour arriver sur un définitif qui sera beaucoup plus bas que le prévisionnel. Et ça, évidemment, les exemples d'actions, il y a plusieurs poses. Tu as la pré-production, donc tout ce qui concerne les bureaux dans lesquels tu réfléchis aux films, tu conçois les films, etc. Tu as évidemment, après, tu as la phase de tout ce qui est la construction des décors. Donc là, pour répondre à ta question, oui, avant, une feuille de décor, avant... quand c'était pas dans nos sujets, tu mettais tes panneaux de bois, tu les peignais, tu faisais ce que tu avais à faire dessus, puis quand c'était fini, tu les jetais à la poubelle. Maintenant, il les file à des ressourceries, ou alors il les recycle pour les mettre sur un autre film. Et donc ça, c'est de la ressource consommée en moins, puisque tu as déjà le matériel et tu peux le mutualiser avec une autre production ou pour un autre projet, etc. Donc tu as la conception des décors, tu as aussi la réflexion du film, comment est-ce qu'on va déplacer les comédiens.
En taxi. Est-ce qu'on les déplace? Est-ce qu'on fait du covoiturage ou pas? Et tu vois, là je fais une digression du coup, mais parce que ce podcast il s'adresse aussi à des comédiens. Alors, j'imagine que les comédiens les plus connus de France et ceux qui travaillent le plus sont pas forcément ceux qui écoutent ce podcast. En tout cas, je leur souhaite, mais je sais pas. Mais souvent, quand tu es un jeune comédien ou quand tu es un comédien pas encore très connu, tu estimes que ton pouvoir de décision est faible et tu fais plutôt que subir. Déjà, tu es déjà bien content d'avoir un rôle. Mais plus tu montes dans ce métier, et notamment pour les gens les plus connus, mais c'est valable un peu pour tout le monde, il y a des choses qui relèvent de ce qu'on appelle le statut. Donc, je termine ma digression. Si tu es un comédien connu, des fois, tu négocies dans ton contrat que tu veux un chauffeur, par exemple. C'est lui qui va venir te chercher à l'hôtel et c'est lui qui va te déposer. Alors que ça se trouve, la chambre à côté, là, il y a ton partenaire de jeu qui tourne la plupart du temps les mêmes jours que toi, qui fait les mêmes scènes que toi et tout, puis lui aussi, il a sa voiture, qui va venir le chercher puis qui va le déposer. Mais en vrai, ça se trouve, tu t'en fous d'être dans la même voiture que l'autre. Mais c'est des choses qui sont négociées parce que si tu n'as pas la voiture, tu es dans la hiérarchie du film, tu es un peu en dessous. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ce genre de démarche de comptabilité carbone, de certification et tout, des fois, ça sert aussi à mettre en exergue ces aberrations, de dire, OK, qu'est-ce qui relève du statut et qui est finalement peut-être négociable et si on en parle avec les comédiens, ils sont tout à fait d'accord de faire un covoiturage, ils n'ont aucun problème à faire ça. Et qu'est-ce qui relève de la vraie nécessité du tournage ? C'est-à-dire, si on ne fonctionne pas comme ça, le tournage va prendre du retard, va être en péril, les comédiens ne seront pas prêts pour tourner, ils vont être... voilà. Donc, dans ces labels-là, du coup, tu bascules tous ces postes, donc les décors, comment tu produis ton film, comment tu vas transporter les comédiens, comment tu vas transporter les décors, comment tu vas ensuite gérer l'alimentation sur le tournage. Est-ce qu'il y a un choix végétarien à la cantine ou pas ? Et ça, pareil, toujours, parce que moi, je suis comédien à la base, moi, je m'adresse aussi aux comédiens. Si tu es le comédien du tournage qui dit « Ah, moi, j'aimerais bien manger végétarien et que tout le monde bouffe des galettes saucisses toute la journée », tu passes un peu pour le mec qui fait chier, tu vois. L'empêcheur de tourner en rond, le mec qui ramène sa fraise et tout. Mais quand il y en a un qui demande ça, et un autre qui demande ça, et un autre qui demande ça, au bout d'un moment, t'es plus juste l'empêcheur de tourner en rond. Tu deviens, OK, c'est une préoccupation des gens. Ils voudraient qu'il y ait plus de choix végétariens à la cantine. Et puis finalement, quand tout le monde commence à manger végétarien et trouve que c'est aussi bon, et qu'en plus la prod se rend compte que c'est moins cher, et que du coup, en plus, en faisant ça, tu baisses ton empreinte carbone, finalement, c'est l'inverse qui se produit après au bout d'un moment. C'est qu'à la base, c'est végétarien. Et pour ceux qui le demandent, parce que pour des raisons X ou Y, et ils n'ont pas spécialement besoin de se justifier, qui veulent de la viande, eux, ils ont une option viande s'ils veulent. Mais tu vois, tu inverses le cycle, c'est-à-dire que tu passes d'une alimentation de base où il y a de la viande avec une option peut-être pour être végé à c'est végé. Et pour ceux vraiment que ça débecte, on peut vous filer un bout de poulet ou un bout de steak si vous avez envie, quoi. Donc voilà, tu balayes tous ces postes-là et à la fin, tu as un score. Et je crois que sur EcoProd, il me semble que si tu as plusieurs postes à adresser, chaque poste génère un nombre de points. Et si tu as au moins 65% des points, tu es certifié EcoProd. Voilà. Okay. Donc, c'est-à-dire certifié EcoProd, ça veut dire que tu peux ensuite, en tant que production, dire que tu inscris ton film dans une démarche raisonnée, écologique. Alors, ça ne veut pas dire forcément que ton film est moins émissif qu'un autre, mais que tu as fait en sorte de baisser les émissions de ton film ou de ta série ou de ton projet en tout cas, de faire en sorte d'être aussi dans une démarche de publication pour que les gens soient au courant et dans une démarche d'amélioration. C'est-à-dire que du coup, tu pars du principe que tout ce que tu as appris sur ce projet-là en réduction, c'est ta base pour le prochain et que tu essaieras encore de faire mieux sur celui d'après, etc., etc. Tout ça pour qu'on soit donc sur la trajectoire de l'accord de Paris, puisque pourquoi on a cette discussion, pourquoi on parle de tout ça ? Parler du carbone, c'est pas juste pour être sympa, pour dire qu'on fait des trucs pour l'écologie. C'est qu'on a tous signé, tous les pays, en tout cas qui étaient à la COP 21 en 2015, fin 2015, on s'est tous mis d'accord sur une limite à ne pas dépasser de réchauffement planétaire. Pourquoi on s'est mis d'accord sur cette limite qui, en l'occurrence, est de 2 degrés en faisant tous les efforts possibles pour limiter à 1,5 degré. Déjà, quand tu as un accord qui est comme ça, c'est mal barré. Parce que si je te dis, écoute, je vais te filer 10 000 euros en faisant tous les efforts possibles pour te filer 35 000 euros, tu vas plus t'attendre à avoir 10 000 euros que 35 000 euros. D'accord ? Donc là, c'est l'inverse. On va plus s'attendre à être à 2 degrés qu'à 1,5, mais peu importe. Pourquoi on a choisi ce chiffre-là ? C'est parce qu'en fait, il y a dans le système du changement climatique, il y a des boucles qui s'appellent des boucles de rétroaction, c'est-à-dire des choses qui s'emballent et qui rentrent en action, même si nous, on arrête tout, le climat continue à changer et à se réchauffer. Ces boucles-là, le GIEC estime qu'avec une forte probabilité, elles vont entrer en action à partir de 2 degrés. C'est pour ça qu'on a choisi ce truc-là. Et donc, toutes ces actions dont on parle, EcoProd, faire des bilans carbone et tout,
c'est pas juste pour être sympa, c'est pour aller dans ce sens qui est la trajectoire nationale bas carbone, qui concerne tous les secteurs qu'il y a en France, tous les citoyens français, etc., d'amener à réduire nos émissions pour simplement qu'on puisse continuer à exercer nos métiers. Pourquoi c'est aussi difficile, l'inertie elle est aussi dure Enfin, les esprits sont aussi difficiles à changer. Parce qu'on en parle quand même depuis... la COP21, c'était une date marquante. C'était en 2015. Mais je veux dire, on en parle tous les jours aujourd'hui. Ça reste un sujet d'occupation majeur. Et pour autant, qu'est-ce qui manque selon toi ? Je vais te faire une analogie. Tu vois, et je ne veux pas culpabiliser les gens qui fument, mais tu vois, il y a des gens qui fument, par exemple. La cigarette, ça fait des années qu'on parle de ce que ça peut générer, des maladies que ça peut engendrer, etc. Pour autant, tu peux aller acheter un paquet de clopes, là, et puis ceux qui fument, ils entendent ça toute la journée, et puis ils n'arrêtent pas forcément de fumer. Mais après, c'est une addiction. Mais oui, mais on est addict à l'énergie. Toute la vie qu'on a, elle est construite autour de ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce dont on parle, quand on parle de réduire notre bilan carbone, évidemment, il y a des trucs un peu positifs qui sont, je vais arrêter de manger de la viande, et je mange toujours autant, je mange toujours à ma faim, et du coup, mais je mange plus de légumes. Ça ne veut même pas dire que je deviens végétarien, mais juste je change. Et déjà, je réduis mon empreinte carbone. Ça, c'est positif. Tout le monde trouve ça sympa. Isoler sa maison chez soi en se disant, c'est cool parce que ça va me coûter 10 000, mais du coup, en 10 ans, je vais économiser 10 000 euros d'électricité ou de gaz. Donc, je m'y retrouve. Ça, c'est les trucs sympas. C'est tu mets de l'argent d'un côté, tu le récupères de l'autre. Mais ce qu'il faut bien entendre là-dedans aussi, c'est qu'il y a une notion de sobriété, c'est-à-dire consommer moins et quelque part faire un peu moins, en tout cas faire différemment. Donc, pour répondre à ta question, ce qui est difficile à entendre déjà, c'est que je pense que ça remet en question notre mode de vie. Et que... Est-ce que tu as l'impression qu'il faut qu'on soit au pied du mur ? Donc pour reprendre ta métaphore, est-ce que le fumeur qui apprend qu'il a un cancer, il se dit pas c'est trop tard ? On n'est pas dans cette problématique-là qu'il faille attendre qu'on nous dise que voilà, là, les gars, faut arrêter, là, on n'a plus le choix, quoi. Alors moi, je suis de nature optimiste, d'accord ? Et c'est bien pour ça que je fais des ateliers. Voilà, et c'est pour ça que je pense que nous... je pense qu'il faut deux choses pour agir. Il faut une première chose, et ça répond déjà à ta question tout à l'heure, c'est pourquoi les gens ne sont pas forcément sensibilisés, dans le sens n'ont pas forcément compris le problème. C'est pas parce qu'on en entend parler toute la journée qu'on maîtrise forcément ce que c'est les mécanismes du changement climatique, qu'on comprend vraiment les incidences que ça a dans nos vies, etc. Donc ça, c'est le premier truc. Donc, être formé et comprendre. C'est pas des choses qu'on a appris à l'école. La génération de maintenant, moi, quand je rencontre des enfants, des fois dans des ateliers, parce qu'il y a par exemple, la fresque du climat, il y a une fresque junior pour les enfants. Ils connaissent tout, des fois. Parce qu'on leur en parle. Nous, c'est des sujets. Moi, je t'ai parlé d'un pauvre documentaire tout à l'heure que je regardais quand j'avais 10 ans sur je sais plus quelle chaîne. Bon, je sais pas comment on est à l'avoir vu, mais pas très nombreux. Et puis, tu as vu ça, puis le lendemain, tu as regardé Dragon Ball et t'es passé à autre chose, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas un truc, ça fait pas partie de notre vie, ce truc-là. Donc, nos générations à nous, je pense que beaucoup n'agissent pas déjà parce qu'ils n'ont pas compris le truc. Ils ont compris qu'il y avait peut-être un problème, mais ils savent pas ce que c'est ce problème. Et puis, c'est pas forcément eux de le gérer, c'est au pouvoir public, c'est un machin. Donc, déjà, on oublie. Et le deuxième truc, je pense que pour agir, il faut comprendre, mais ça suffit pas. Et le deuxième truc, il faut être ému. C'est-à-dire l'émotion, et c'est là où on revient sur les métiers de comédien. Pourquoi est-ce qu'on paye des gens pour jouer des rôles et machin ? C'est parce que voir les gens agir quand ça nous touche, ça a un impact sur nous, sur nos choix. Ça nous change. Et je pense que si d'une manière ou d'une autre, tu ne perçois pas en quoi ça te concerne ce problème, en quoi ça te touche, en quoi ça peut te mettre en danger ou... je te donne un exemple, mais il y a des gens, ils adorent aller faire du ski à la montagne. Ils visitent des glaciers, machin et tout. Tu vois, il y a des glaciers, des fois, tu regardes, et puis tu vois tous les ans, le glacier recule de 10 mètres. L'année d'après, il a reculé de 15 mètres. Puis il y a un jour, en fait, tu vas venir au glacier, puis il n'y aura plus de glacier, en fait. Il n'y aura qu'un rocher. Tu vois, ce genre d'image-là, les gens, ou quand ils étaient petits, ils allaient pêcher avec leurs grands-parents dans telle rivière, puis il y avait 12 types de poissons, puis maintenant, il n'y en a plus qu'un. Enfin, c'est tous ces trucs-là qui touchent à la sensibilité des gens, c'est ça aussi qui les fait agir. Donc je pense, en gros, pour que les gens agissent, il faut deux choses, qu'ils aient compris le problème et qu'ils y soient sensibles. Maintenant, est-ce qu'on va agir au pied du mur ou pas ? Je pense que, bien que je sois optimiste, il y a beaucoup de choses qu'on fait quand on est contraint. Donc, soit parce qu'on a la tête dans le mur direct, soit parce que quelqu'un nous alerte tellement sur le fait qu'on va se mettre la tête dans le mur qu'il nous force à agir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le climat, d'une manière ou d'une autre, soit on va accompagner le changement et donc s'adapter petit à petit, et c'est ce dont on parle par exemple pour les prods ou les entreprises qui font le premier pas pour s'adapter, pour être du coup en tête de ceux qui seront le plus aptes à faire cette transition. Ou soit on va se retrouver la tête dans le guidon, c'est un jour on va se réveiller, on va aller prendre de l'essence à la pompe et il n'y aura plus de pétrole. Là, c'est sûr que tu changes.
Parce que si demain, il n'y a plus de pétrole, tu peux avoir une super voiture, c'est pas pour ça que tu vas l'utiliser. Le problème de ça, c'est que c'est très brutal. Et tout changement qui se fait de manière non anticipée et brutale comme ça, en général, ça fait de la casse. Donc moi, j'espère bien que les gens réagiront avant d'être au pied du mur. Mais déjà, mine de rien, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'après les sources que j'ai moi, des mecs comme Jean-Marc Jancovici mettent en avant qu'en Europe, on a passé le pic pétrolier depuis 2006. Dire ça, c'est un truc d'ingénieur dont on se fout complètement, parce que quand tu vas acheter de l'essence, t'en as toujours, machin et tout. Mais avoir fait ça, ça a déjà une signification. C'est-à-dire qu'en fait, chaque jour en France, on a moins de machines à notre service. Oui. Donc, on est moins productif, donc on a des problèmes économiques, ce qui peut générer des problèmes dans la société, ce qui peut faire monter, par exemple, les extrémismes. Suivez mon regard. Donc, ce qui peut donner aux gens un sentiment de déclassement parce qu'ils sentent qu'ils perdent du pouvoir d'achat. Enfin, tu vois, un truc totalement physique, géologique, passer le pic pétrolier, ça a des répercussions sur ta vie de tous les jours, sur ton métier et tout. Mais tu t'en rends pas compte parce que tu te dis juste « Ah, pourquoi on m'appelle moins pour bosser ? Ah, pourquoi j'avais 12 tournages l'année dernière, cette année, j'en ai fait que 10. » Donc, tu te remets en question, tu refais tes photos. Et tu vois, tu veux faire ta bande vidéo, viens voir les comédiens, venez, on fait une nouvelle bande démo. Et c'est cool parce que tu rencontres des gens trop sympas et tout, t'es trop content. Mais il y a plein de trucs qui nous échappent là-dedans. En tant qu'individu, on se rend pas compte de toutes les répercussions que ça va avoir, cette transition. Et c'est pour ça que moi, je pense que plus les gens comprennent le sujet et se mettent en marche maintenant pour s'y adapter, mieux ils vont s'en sortir. Qu'est-ce que tu fais, toi, dans ton quotidien de comédien pour aller dans ce sens ? Qu'est-ce que tu as mis en place et que tu ne faisais pas avant ? Alors, moi, j'estime que là où je suis le plus utile pour cette problématique-là, de ma fenêtre à moi, c'est de faire des ateliers. Donc moi, je sensibilise les gens, c'est pour ça que je fais la fresque du climat. Moi, je fais un autre atelier qui est super, qui s'appelle Puzzle Climat. Et il y a un autre atelier qui s'appelle l'atelier d'automne. Et je suis aussi ambassadeur pro d'un truc qui s'appelle MyCO2, qui est un calculateur d'empreinte carbone de la boîte Carbone 4, qui est le cabinet de conseil en décarbonation de Jean-Marc Jancovici. Tu interviens en tant que comédien sur ces projets ? Non, en tant que formateur. Mais si tu veux, c'est mes qualités de comédien, et puisque je fais de la formation d'entreprise depuis des années, c'est-à-dire gérer un groupe, mettre du dynamisme, faire en sorte que les gens, même sur ces sujets-là, ils partent avec quand même le sourire et pas juste l'envie de se suicider, etc., etc. C'est là où j'estime que je peux apporter quelque chose. Donc moi, j'essaie de sensibiliser. Ça, c'est, on va dire, ma casquette professionnelle. Et c'est même un métier, puisque moi, quand j'interviens sur ces sujets-là en entreprise, les comédiens ont beaucoup de multiples activités. Et j'encourage du coup les comédiens qui ont cette sensibilité de pouvoir être un peu pédagogue et tout, d'animer ce genre d'atelier. C'est une source de revenus en plus pour eux. C'est aussi une source de satisfaction et tout. Donc, je pense que c'est important. Donc, en tant que comédien, moi, mon rôle, je pense qu'il est dans le rapport aux gens, dans le rapport aux êtres vivants et tout. Et dans ton rapport aux employeurs, alors ? Est-ce que dans mon rapport aux employeurs, oui. Alors, t'es identifié de toute manière, donc les gens vont pas t'appeler pour partir à Dubaï pour faire une conférence pour 2 jours. Parce que plein de gens ne savent pas. Tu vois, la discussion qu'on a là, dans mon métier, moi, si tu veux, comme j'ai plusieurs casquettes, le type d'action dont je peux te parler, c'est que, comme je suis comédien, des fois, on m'appelle pour passer des castings ou pour des rôles. Il n'y a pas longtemps, on m'a appelé pour une pub que, pour le coup, que j'avais très envie de faire en plus parce que c'était avec un réal que j'aurais bien aimé rencontrer, avec une dircasse que j'avais rencontrée dans un collectif que j'ai de comédiens qui m'avait rappelé. Donc, en plus, tu vois, c'est cool, tu maintiens un contact et tout. Il se trouve que le tournage de cette pub, c'était au Maroc. Il y avait 2 jours de tournage. J'en suis même pas arrivé au stade de discuter de ça, puisqu'en fait, il s'est avéré, tu vois, ma fibre inconsciente écologique m'a rattrapé, mon passeport était périmé. Donc, de toute façon, je pouvais pas partir. Donc, j'ai même pas passé le casting. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que je leur aurais demandé en y allant, c'est pourquoi ça se passe au Maroc. Alors, tu vois, là, ça passe ou ça casse. Soit le mec, il te dit, mais tu te prends pour qui ? On fait ce qu'on veut, c'est pas ton problème. Dans ces cas-là, je dis, ok, au revoir. Mais s'il m'explique pas par A plus B que c'est impérieux que ça se passe au Maroc, j'y serais pas allé. Or, il se trouve en plus que la pub, je l'ai vue après. Alors, ça, c'est que mon ressenti personnel. La pub, tu vois juste une plage. Tu vois rien de typique du Maroc. J'imagine que peut-être pour le temps, le climat, ça les arrangeait à cette période de l'année de le faire au Maroc. Mais on aurait fait la même pub à Dunkerque. C'était la même pub. Si j'en vois peut-être une autre raison éventuellement. Mais, vas-y, le c'est coût quoi ? de la main-d'œuvre, certainement qu'elle est moins chère au Maroc. Alors, je sais pas quelle équipe, mais voilà. Mais c'est là où effectivement, il y a des choses qui, toi, en tant que comédien, te dépassent. Mais si tu me demandes, moi, mes choix, moi, par exemple, j'y serais pas allé.
Moi, je sais que par le passé, parce que j'avais pas tous les tenants, les aboutissants. Moi, j'ai déjà fait, alors, j'ai rien contre le Maroc. Et en plus, j'ai des très bons potes marocains. Il va y avoir le Maroc à nouveau dans l'histoire. Moi, j'ai déjà fait des tournées où je jouais au Havre le lundi. Je jouais à Casablanca le mardi. Ensuite, je revenais pour faire une date en Île-de-France le jeudi. Et puis après, le samedi, on allait jouer à Marseille. Oui, donc en gros, au lieu d'optimiser une zone dans laquelle tu pouvais jouer, tu as fait 12 000 allers-retours, machin. Ça ça pareil, c'est des choses au moins que je questionnerais maintenant. C'est-à-dire qu'après, j'ai pas toujours le pouvoir d'agir et comme tous les comédiens, quand on a un boulot, on essaie en général de s'y tenir et ça nous fait vivre et puis on a envie de le faire, le projet nous intéresse. Donc je sais pas comment je fais si on peut pas faire autrement. Je pense que je le fais quand même. Tu vois, j'en suis encore au stade où je me dis tant pis. Là, j'ai tout essayé et si la tournée doit se faire comme ça, elle se fait comme ça. C'est pas moi qui décide. Mais ça, c'est des trucs qui me débectent moi, par exemple. Après, il faut avoir conscience qu'il y a plein d'autres trucs qui rentrent en compte. Comme tu as parlé très justement de peut-être le coût de la main d'œuvre au Maroc. Nous, quand on fait des tournées comme ça, pourquoi on fait des tournées comme ça quand on fait du théâtre? Et pourquoi, encore une fois, c'est qu'une question de comment les esprits peuvent changer. Pourquoi on fait des tournées comme ça? Parce que si tu joues à Marseille le lundi, tu peux pas jouer à Fos-sur-Mer le mercredi, alors que c'est juste à côté. Mais pourquoi? Pas parce qu'on veut juste te faire dépenser plein de carbone, machin. C'est parce que le mec qui t'a payé et qui a payé 10 000 € ta pièce pour que tu viennes là, ils veulent que le maximum de spectateurs viennent voir ta pièce. Or, si 2 jours après, tu joues à Fos-sur-Mer, les mecs qui habitent pas loin de Fos-sur-Mer, ils disent attends, je vais pas aller à Marseille, c'est bon, j'irai dans 2 jours à Fos-sur-Mer, c'est juste à côté de chez moi. Alors que si tu reviens à Fos-sur-Mer que dans 4 mois, là, le mec, il se pose pas la question et donc il vient. Et peut-être même en plus, il ira te voir 2 fois s'il a bien aimé. Donc là, c'est tout bénef pour les 2 producteurs différents qui sont 2 personnes différentes. Donc, si tu veux, il y a plein de choses qu'on fait parce qu'on est habitué. Et ce genre de démarche, de parler déjà du problème, d'y être sensibilisé et tout, je pense que ça nous fera bouger aussi sur ces questions-là et qu'on se dira, c'est quoi le plus important? C'est avoir une exclusivité et perdre peut-être 10 spectateurs dans ma salle à Marseille et 10 spectateurs dans ma salle à Fos-sur-Mer, ou c'est de maintenir évidemment, là, c'est une grosse digression que je fais, mais de maintenir la vie possible en France et sur Terre à l'horizon 2100. Enfin, tu vois, il faut qu'on remette en question la manière dont on envisage les choses. Voilà. Mais c'est dur, c'est très très dur dans la transition. Il y a un truc qu'on oublie souvent, dont je te parlais tout à l'heure, c'est le côté pas sympa, c'est le côté renoncement. Mais ça fait partie de ça. Typiquement, moi, en tant que comédien, si demain on me dit tu dois aller tourner que 2 jours, mais c'est à Buenos Aires pour dire 2 répliques avec Gérard Depardieu. Bon, c'est pas le bon exemple. Mauvais exemple. Ouais, avec un autre comédien qui serait connu, mais qui aurait pas trop de problèmes. Est-ce que tu y vas ou est-ce que tu y vas pas, tu vois? Et moi, ça me poserait un gros problème éthique. Voilà. Est-ce si facile de dire non à des projets qui peuvent te nourrir? Enfin, tu vois, c'est la difficulté aussi que vous avez en tant que comédien, c'est que vous vivez quand même dans une forme de pas précarité, mais il y en a qui vivent très bien, c'est pas le mot, mais je veux dire, il y a un futur assez incertain. C'est-à-dire que une fois que vous avez terminé un projet, le projet d'après, on ne sait pas toujours quand est-ce qui va venir. C'est même que ça, notre vie. Et donc, se dire non à ce projet-là et peut-être celui d'après, parce que ce sera peut-être encore un projet qui ne va pas respecter toutes les vertus, est-ce que c'est pas se précariser un peu plus ou du moins... Si. Alors, je vais te répondre. Je pense que c'est extrêmement difficile. C'est le premier truc. Le deuxième truc, je pense que, par contre, ce que j'entends dans ton propos, même si je sais que tu l'as dit comme ça, c'est pas forcément un projet qui aura toutes les vertus, mais c'est un projet au moins qui va sur le bon chemin. C'est pareil, demain dans ta famille, si tu commences à dire au dîner de Noël, ouais, moi je veux bien juste manger la purée de marron, mais je veux pas la dinde parce que je suis devenu végétarien, le premier truc qu'on va dire, mais attends, mais t'es pas allé en Corse en avion il y a 2 mois? Alors, qu'est-ce que tu m'emmerdes? Vas-y, prends ta dinde et arrête de me parler, quoi. Non. Mais tu fais déjà un truc, t'essaies de faire un truc. Donc tu peux pas être cohérent sur tout. Donc comme les productions, elles seront pas forcément vertueuses sur tout. Surtout quand on a une renommée internationale. C'est-à-dire qu'il peut t'emmener un peu partout, tu vois, tourner dans tout un tas de pays. Ouais, c'est la difficulté. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse simple à ce problème qui est compliqué. Moi, je pense qu'en tout cas, si ça heurte trop tes convictions, il faut quand même dire non. Parce que je pense que dans la vie, on dit oui à des trucs, on dit non à d'autres trucs. Et les 2 choses ont la même conséquence, c'est de nous rapprocher des gens qui sont comme nous. Et comme un comédien va être heureux de faire plein de projets tout le temps, est-ce qu'il n'est pas plus heureux du moment qu'il arrive à en vivre? Parce que c'est ça la difficulté. Donc je rejoins le côté très dur parfois de renoncer à certains projets, et ça, il ne faut pas le nier. Mais s'il arrive à vivre de son métier, est-ce qu'il vaut mieux faire 4 projets ou en faire que 2, mais qui ont de la valeur pour toi? Si tu vis quand même, et que tu vis quand même bien.
et que tu trouves que c'est dans un meilleur contexte et que ça peut-être véhicule des valeurs plus intéressantes ou que ton rôle est plus intéressant, etc. etc. Bon, bah voilà, la question se pose aussi comme ça. Mais évidemment, malheureusement, en grande majeure partie, les comédiens, nous ne sommes pas toujours en capacité de choisir nos rôles. C'est un problème. Moi qui ai la chance d'avoir plusieurs activités, qui ne dépend pas à 100% de mon métier, ce qui peut d'ailleurs aussi être parfois un frein, peut-être que je travaillerais plus en tant que comédien si j'avais que ça, parce que je foncerais plus et machin. Voilà, donc, le recul que j'ai. Bon, je pense que tu l'as dit, mais je le redis en fait finalement, mais c'est se diversifier. Ça pourrait résoudre un peu le problème. Bah... Oui, parce que les tournages, en admettant que tu vois, mais si t'es deux propositions, allez, 3 propositions, 4 propositions dans l'année. Si à un moment donné tu dois sabrer 2 projets sur les 4. Mais bien sûr, et pour moi je pense qu'un comédien, en étant moi-même comédien et en me mettant à la place des comédiens. Toi, tu as plusieurs casquettes en fait, c'est ce qui fait que oui, tu arrives à. Bien sûr qu'on peut pas dire non. Mais à la limite, là on pourra dire non, mais sur des petites choses. C'est par exemple ton agent qui va te dire ouais, puis je te négocie, du coup c'est à Nice. Donc, je te négocie le tournage, tu vas jouer dans Riviera, c'est super. Bon, t'habites à Paris, t'inquiète, moi je te négocie première classe, elle est éco, c'est l'avion, mais je te négocie l'aller-retour, tu vas dire non, moi je veux bien aller en train. Voilà. Déjà, tu fais ça, juste l'empreinte carbone de ton déplacement, tu la divises quelque part par un facteur entre 80 et 100. C'est-à-dire pour faire la même chose, tu peux faire 80 ou 100 allers-retours entre Paris et Nice en train pour avoir le même bilan que ton aller-retour en avion. Tu te rends compte déjà le truc. Et pareil, si on te laisse l'option qu'est-ce que tu veux manger à la cantine, et tu dis moi végé ça me dérange pas, tu divises l'empreinte carbone de ton assiette quelque part entre 5 et 10 par rapport à si tu bouffes un rumsteak. Voilà. Et encore une fois, j'ai rien contre les agriculteurs qui font de l'élevage, machin et tout, mais et ils sont là les sujets après sur lesquels tu peux avoir prise. Il ne s'agit pas du coup de renoncer au projet, mais de voir toi dans le cadre de ce projet-là, dans ta contrainte-là, de dire voilà, moi c'est ma vie, je suis comédien, j'accepte un projet, je le fais. C'est quoi les petits gestes que je peux faire pour ce truc-là ? Le tournage, il est à 10 minutes de chez moi. Moi, ça m'est arrivé, par exemple. Moi, j'habite dans le 17e. J'ai déjà tourné dans Scène de ménage. Scène de ménage, c'est à l'époque, parce que avec les JO, ça a bougé, mais il tourne à Saint-Ouen. Bon, je demande pas un taxi ou je sais pas quoi pour y aller. Bon, de toute façon, on me l'aurait pas donné en l'occurrence. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'y vais en vélo. C'est à 15 minutes. En plus, si je tourne un jour, il fait beau, c'est sympa. Tu vois, voilà. Si j'ai pas de problème physique, je peux. Et sinon, j'y vais en métro. Voilà, je le fais et puis c'est pareil. Après, c'est sur ces trucs-là que tu as une prise, tu vois. Et toujours, encore une fois, moi, je pense que ce qui est important, et en tant que comédien, quelle que soit l'échelle, c'est de différencier ce qui relève de notre métier vraiment, ce qui va nous aider à faire notre métier, à être plus au calme pour préparer notre rôle, pour se mettre dans le personnage, etc., de ce qui relève juste du statut. En fait, je demande ça pour avoir ça, parce que si j'ai ça, je grimpe dans la hiérarchie du truc. Et ça, c'est terrible. Parce que ça, justement, ça relève pour moi de tout ce que nous vend la pub, de tout ce que nous vend être heureux, machin et tout. Tu vois, là, on parle plus juste de faire son métier, de faire des rôles et d'être content de faire des rôles et des projets que t'aimes bien. C'est, je fais un rôle et mon agent, faut qu'il me négocie ça, parce que comme ça, l'autre mec qui fait un peu le même rôle que moi, mais je vais être un peu au-dessus de lui quand même, quand je vais arriver sur le tournage. Et là, ça, c'est bien. Tu vois, je vais être un peu au-dessus. Mais là, c'est l'ego qui parle. Exactement, c'est l'ego. Mais ce dont on parle, et quand on parle de renoncer, c'est en partie, c'est pas du tout renoncer à des choses qui sont indispensables pour nous, c'est renoncer à ce qui relève plutôt de ce qu'on construit dans notre statut social, mais qui n'est pas indispensable pour nous, pour nos besoins, pour nos plaisirs, pour nos envies, mais qui relève juste du rapport qu'on a avec les autres et comment on veut hiérarchiquement montrer qu'on est au-dessus. Voilà. Donc typiquement, tu as besoin de te déplacer en voiture d'un point A à un point B sur le tournage, ok. Si tu peux avoir une petite Clio électrique, machin, c'est peut-être aussi bien que d'y aller en Mercedes, par exemple. Diesel. Voilà. Mais quand tu arrives sur le tournage, tu as l'air moins balèze, tu vois. Quand tu sors de la voiture, ta petite portière, là, qui fait moins de bruit et tout, ça fait pas le même effet, quoi. Mais bon, c'est pas grave, tu arrives quand même du point A au point B, tu peux faire ta scène, il n'y a pas de problème. Bon, je fais une digression, mais je pense qu'aussi, ça relève la vitesse à laquelle on vit. Là, tu prenais l'exemple de l'avion et du train. En fait, qu'est-ce que tu gagnes en avion ? Tu vas peut-être gagner du temps. Ouais. Presque une autre sensibilisation à faire sur la manière de la qualité du temps tel
telle qu'on la vit, quoi. Exactement. Et je pense que ce que tu dis, déjà, il y a un aspect aussi renoncement là-dedans. C'est pourquoi maintenant on veut de moins en moins renoncer. C'est parce que l'environnement, ce qu'on a mis en place, pas l'environnement écologique, mais les infrastructures qu'on a, nous permettent de faire de plus en plus de choses. Donc on sait très bien qu'on peut faire une tournée de théâtre, et puis en même temps, à la fin de cette date, on viendra nous chercher en bagnole pour faire 500 km, pour aller tourner 2 jours sur ce plateau-là, et après on reprendra un autre avion qui va nous emmener le lendemain à un autre endroit pour continuer, du coup, récupérer la tournée qu'on a abandonnée en cours, etc., etc. Alors ça, encore une fois, quand on n'a pas les ordres de grandeur, on choisit que sur des critères qui sont notre envie de faire les projets et l'argent que ça nous rapporte. Si tu ne mets pas en face de ça la destruction que ça occasionne, ce mode de vie-là, tu ne peux pas choisir. Donc moi, je comprends les gens qui ne choisissent pas, qui essaient de tout faire, parce que de toute façon, ils n'ont pas d'autres trucs à mettre en face pour se dire, mais est-ce que finalement accepter ce tournage qui va me demander toutes ces contraintes, à part ma fatigue, si je ne vois pas ce que ça a comme impact en plus sur l'empreinte carbone, sur l'environnement, sur la biodiversité, sur tout ce que tu veux, bah, je n'ai pas de critères pour choisir. Donc, je vais essayer de tout faire. Donc, oui, tu vois, je vais te dire juste un exemple qui est quand même marrant pour te dire à quel point ça va vite. Parce que tu dis ça va vite et ça va de plus en plus vite. Et donc, on perd de plus en plus pied sur ces trucs-là. Donc là, on est 3 dans la salle. On a tous les 3 déjà pris l'avion dans notre vie, on est d'accord. Si j'avais posé cette question il y a 50 ans, il y a de fortes chances qu'au moins un de nous 3, si ce n'est les 3, ne lève pas la main. Jusqu'au milieu des années 50, est-ce que vous savez quel était le premier mode de transport des Français, hein? Je parle bien des Français, je ne parle pas des Éthiopiens, je ne sais pas quoi. Non, c'est la marche à pied. C'est la marche à pied. Et après, on a fait l'avènement de l'automobile, quoi, du pays de l'automobile. Et donc, on avait tous des bagnoles, donc on s'est déplacé en voiture. Et toutes les infrastructures se sont construites autour des voitures. Et c'est pour ça que tu peux très bien vivre dans un endroit où le premier commerce est à 25 km, c'est un centre commercial, et tu ne te poses pas la question parce que tu dis, j'irai en voiture, je ferai mes courses et je reviendrai. Avant, ça n'existait pas, ça. Et donc, il fallait que ça soit soutenu. Alors, je ne dis pas du tout qu'il faut revenir en arrière, je dis juste à quel point ça va vite. Parce que quand je te parle des années 50, moi, c'est la génération de mes parents. C'est-à-dire que mes parents sont nés dans un monde où le premier mode de déplacement, c'était la marche à pied, en France. C'est inconcevable maintenant. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, j'hallucinais. Mon père me disait, donc mon père qui a bientôt 80 ans maintenant, il me disait que quand il était petit, il a attendu, je crois, 18 ans pour avoir la télé en noir et blanc. Mais moi, je suis né avec la télé couleur. À quel moment je me dis, mais c'est quoi ce monde dans lequel il a vécu? C'est pas possible. Et c'est comme nous, on va dire à nos enfants que moi, j'ai attendu 20 ans d'avoir un ordinateur qui va sur Internet. Tu vois ce que je veux dire? Il va dire, mais t'es un fou, toi, ou quoi? Ça n'existe pas, ça. Donc, évidemment que tout s'accélère et que tout est fait pour qu'une fois qu'on a fait un pas en avant, on trouve ça inconcevable de comment est-ce qu'on pouvait vivre avant. C'est inconcevable. Mais si, on le faisait, hein. C'est juste qu'on faisait différemment, en fait, c'est tout. Et qu'effectivement, du coup, nos choix étaient différents. Et donc, pour conclure, quand avant, tu étais comédien et que tu étais déjà engagé sur une tournée et qu'en plus, on te proposait un tournage, mais qui nécessitait de faire 300 km aller-retour tous les soirs après ta date pour aller sur le plateau et machin, en fait, tu choisissais. Tu faisais l'un ou l'autre. Et maintenant, c'est normal qu'on ne demande pas aux comédiens de choisir. Et je les comprends très bien, puisqu'on les met en mesure de tout faire, sans mettre au regard de ça, à part leur fatigue, quel est l'impact de leurs décisions. Donc, ils le font. Et je comprends tout à fait. Le jour où ils seront sensibilisés et formés, peut-être que tout le monde ne changera pas d'avis, mais au moins certains se diront, écoute, non. Là, pour mes 4 jours de tournage, même si j'ai très envie de le faire, ça ne vaut pas le coup d'émettre l'empreinte carbone de l'équivalent d'une famille pendant 3 semaines. Non, ça ne vaut pas le coup. Vas-y. Non, excuse-moi, j'allais te couper, mais non, c'est bon. Non, c'est qu'on est au début de quelque chose. Je pense que justement les comédiens, moi dans les ateliers et tout, je croise beaucoup de comédiens. Alors pourquoi? Parce que déjà les comédiens parfois ce sont des gens qui ont du temps. Alors c'est à prendre dans le sens positif du terme, c'est-à-dire ils peuvent avoir du temps pour créer, trouver des rôles et tout, mais aussi des fois ils ont du temps, donc ils peuvent s'intéresser à des sujets auxquels des gens qui bossent toute la journée dans leur boîte n'ont pas le temps de s'intéresser. Tu vois, ils rentrent chez eux, s'occupent de leurs enfants, ils sont la tête dans le guidon et puis ils regardent ce qu'on leur donne au journal télé, et puis ça s'arrête là, quoi. Donc déjà les comédiens, puis c'est même un peu notre rôle de se positionner, tu vois, sur des questions sociales, humaines, enfin voilà, c'est ce qui nous nourrit aussi. Les comédiens ont tout à gagner à se sensibiliser à ces problématiques-là, déjà parce qu'ils vont monter en compétences, parce qu'ils vont pouvoir aider les autres à les former. C'est valorisant aussi d'animer des ateliers, de voir que tu fais prendre conscience à des gens sur ces sujets-là, de leur faire prendre conscience de choses dont ils n'avaient pas conscience, etc.
Ils vont aussi se rapprocher du coup, ils vont faire des rencontres, et c'est le but de tout comédien, c'est de faire des rencontres. Ils vont rencontrer du coup aussi peut-être des scénaristes qui écrivent sur ces sujets-là, peut-être des réals qui travaillent sur ces sujets-là, donc ils vont travailler ensemble, donc ça va être super pour eux. Donc ils vont sensibiliser, et puis ils vont sensibiliser les autres, se sensibiliser eux, et du coup se rapprocher de plein de ce qui s'appelle maintenant les nouveaux récits, qui pour moi sont pas des... Enfin, c'est des récits tout simplement, mais sur ces thématiques-là, qui sont des trucs encore à explorer, sur lesquels il va maintenant y avoir de plus en plus d'aides qui vont être, en tout cas je l'espère, j'espère que les gouvernements garderont ça en tête, mais que c'est aussi en montrant des œuvres qui portent certaines valeurs qu'on influence les gens, et c'est aussi le rôle de la culture. Donc tous les comédiens qui vont aller bosser là-dedans, ils vont avoir du boulot. C'est ça que je veux dire aussi, c'est-à-dire que ça peut déjà te rapporter du boulot pragmatiquement parlant parce que tu animes des ateliers et qu'on te paye pour ça, bon, ça soit, mais c'est aussi des endroits dans lesquels tu fais des rencontres, ça te fait réfléchir à ton métier, ça te fait réfléchir à tes valeurs et ça te fait aussi porter des projets. Et le jour où un directeur de casting t'appellera pour jouer, je sais pas, un mec qui veut retourner à la terre parce qu'il était trader et qu'il en a marre et tout, peut-être toi, tu auras le rôle parce que tu capteras un peu la sensibilité du gars, ce qu'un autre gars n'aura pas fait. Tu vois, en tant que comédien, ça va te nourrir aussi. Donc, je pense que c'est un territoire d'opportunité qui doit être exploré par les comédiens. Et je terminerai par un truc, si c'est le mot de la fin. Il faut réaliser une chose, notamment dans le cinéma. Ça, c'est un truc, d'ailleurs, dans l'atelier de Juliette Vigoureux, qui s'appelle La fresque du film, qu'elle dit très clairement et que j'ai trouvé très intéressant. Le cinéma a commencé avec les énergies fossiles. Avant les énergies fossiles, il n'y a pas de cinéma. Et tu vois, là, on parle dans un micro. Tout ça, c'est du carbone, partout. Soit c'est pas pour le transport, pour l'extraction des minerais, pour tout ce que tu veux, tout partout, les caméras, tout ça. Donc, le métier de comédien, pour moi, il disparaîtra jamais. Parce qu'il existe depuis des temps immémoriaux et ça sert à transférer de la culture et tout. Combien on sera à être comédien, je ne sais pas. Combien vivront bien de ce métier, je ne sais pas. Mais le métier existera toujours. Par contre, le cinéma est en danger dans cette transition. Et donc, les acteurs du cinéma, que ce soit les acteurs à proprement parler ou les producteurs ou les réalisateurs, tout le monde a intérêt à aller vers ces sujets pour comprendre cette problématique, pour ne pas partir avec l'eau du bain, quoi. C'est-à-dire, le jour où on sort des énergies fossiles, le cinéma, ça n'existe plus. Tu vois, c'est toutes ces questions-là qu'on ne se pose pas forcément, parce qu'encore une fois, on n'a pas conscience du truc. Et quand je dis le cinéma va mourir, c'est pas pour incriminer les techniciens, loin de là, mais c'est juste de prendre conscience que cet art a pu naître parce qu'on a eu toute cette énergie à profusion à disposition. Donc, pour éviter qu'il ne disparaisse, respectons les accords de Paris autant que faire se peut et essayons d'aller dans cette trajectoire-là pour que cet art puisse survivre. Moi, je suis pour que le cinéma survive et ne disparaisse pas avec les énergies fossiles, comme la plupart des métiers que je ne voudrais pas voir disparaître parce qu'on aura moins d'énergie demain. Parce que de gré ou de force, il va falloir qu'on change. Alors, autant l'accompagner plutôt que le subir. C'est l'idée, quoi. Écoute, je pense que Merci. on est bon. Merci beaucoup.